Le 51e et dernier album de Johnny Hallyday devrait s'intituler « Je te promets ». Mais pour l'instant, il est bloqué au cœur de la fameuse querelle d'héritage qui déchire sa famille. On s'est penché dans Stupéfiant sur les grandes batailles de succession d'artistes et vous allez comprendre ce que pourrait devenir l'héritage artistique de Johnny Hallyday. Voici l'enquête d'Élise Lebivic. Ils ont tous en eux quelque chose de Johnny Hallyday. Le 9 décembre dernier, à l'occasion des funérailles et de l'hommage national rendu à l'idole, la famille recomposée la plus célèbre et médiatique de France apparaît unie dans le deuil et la douleur. Enfin presque. Tandis que David Hallyday et Laura Smet, les enfants aînés de Johnny, attendent sur le parvis de l'église de la Madeleine, Laetitia Hallyday, sa dernière épouse, accompagne seule la dépouille du chanteur, entourée de ses deux filles. Première fausse note, malgré les embrassades. Deux mois plus tard, dans une lettre adressée à son père et rendue publique, Laura Smet fait savoir que la guerre est déclarée. J'ai appris il y a quelques jours que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement, David et moi. J'ai choisi de me battre. J'aurais préféré que tout cela reste en famille. Malheureusement, dans notre famille, c'est comme ça. Laura, il y a tant d'hommes, je ne suis pas. Son père ne lui aurait rien laissé. Pas même la pochette signée de la chanson qui lui est dédiée. Autre oublié de l'héritage, David Hallyday, qui lui a écrit et composé son plus grand succès en 1999 avec l'album 100%, écoulé à 1 600 000 exemplaires. Au-delà de Des chansons sur lesquelles les enfants revendiquent aujourd'hui un droit de regard. Mais par testament, Johnny Hallyday a choisi de léguer l'ensemble de son patrimoine et de ses droits artistiques à son épouse Laetitia. Ma belle, ma girl, et les mots qui vont très bien ensemble, ma Laetitia. Mon amour. La bataille judiciaire est lancée. Comment assurer la pérennité de l'œuvre de Johnny Hallyday si ses enfants et sa veuve se font la guerre? Qu'adviendra-t-il des droits à l'image et d'interprétation, des 80 albums, des 1000 chansons? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes intéressés à 3 histoires, 3 exemples d'héritage artistique conflictuel qui résonnent avec la succession du rocker. Dans son testament, Johnny Hallyday se réclame de la loi californienne. Depuis 5 ans, il résidait une partie de l'année à Los Angeles. Si le droit californien autorise un parent à déshériter ses enfants, reste à savoir si ce droit peut s'appliquer à la succession du chanteur français. Un arrêt récent de la Cour de cassation de Paris pourrait bien faire jurisprudence. Il concerne l'héritage du compositeur de musique de film Maurice Jarre, décédé en 2009. Il a signé les bandes originales de Laurence d'Arabie, Pouvez-vous nous faire un résumé du dossier Jarre contre Jarre? Le dossier est un dossier très simple à résumer. Maurice Jarre, au moment où il est mort, l'ensemble de ses droits sont allés à sa veuve. Elle se retrouve avec les pleins pouvoirs sur l'œuvre. Absolument, c'est elle qui décide maintenant. Ce qu'ont contesté les enfants. Oui. Pour quelle raison? Parce qu'il considérait qu'en France, les enfants
ont un droit sur la succession de leur père ou de leur mère, qui est la réserve héréditaire. Le droit français empêche en effet un parent de déshériter totalement ses enfants. Jean-Michel Jarre et sa sœur réclamaient donc leur part. Après 9 ans de procédure, la justice a tranché en faveur de la veuve américaine. Maurice Jarre vivait en Californie depuis plus de 50 ans. Il n'y avait aucun débat et aucune discussion sur le fait qu'il était effectivement résident californien. Il n'y avait pas davantage de discussion étant résident californien et il est mort en Californie sur le fait que c'était la loi de l'État de Californie qui s'applique. Johnny Hallyday, lui, est mort en France. Si la justice considère que le droit français s'applique, l'héritage sera ainsi redistribué. 25% pour Laetitia Hallyday. Les 4 enfants du chanteur se partageront les 75% restants à parts égales. Outre les dizaines de millions d'euros de patrimoine et de royalties, se pose aussi la question du droit moral. Faire respecter l'œuvre et le nom de l'artiste après sa mort. Quand il y a filiation, quand on porte le même nom qu'un artiste, est-ce que finalement ça ne donne pas un droit de regard d'office sur l'œuvre? Non. Vous raisonnez en termes de moralité, c'est très bien, mais le droit est une autre chose. C'est pas parce qu'on est le fils ou la fille d'une personne qu'on est apte à en parler. Ça ne veut pas dire qu'on est compétent pour le faire. Qui mieux que la personne qui vit au quotidien avec l'artiste, avec l'auteur, pour savoir comment préserver l'œuvre de cet auteur? À écouter l'avocat, la bataille pour gérer la propriété intellectuelle de l'œuvre de Johnny serait perdue d'avance pour David Hallyday et Laura Smet. Un refrain qu'une autre fille d'artiste a longtemps entendu sans jamais l'accepter. Bonjour. Bonjour Marion. Merci de nous accueillir. Oh, bah dis donc, vous êtes bien entourée. Oui, pas mal. Donc voilà Alto, voilà Boréal. Marion Moreau est la fille aînée du peintre-sculpteur Armand, décédé en 2005. Pionnier du nouveau réalisme, il était passé maître dans l'art de l'accumulation et du détournement d'objets. Elle est belle cette photo. Oui, et c'est bien lui. C'est bien sa façon d'être et de regarder les choses et les gens. Il avait inventé la récup avant l'heure. Il avait inventé la récup avant l'heure, mais surtout l'organisation de la récup pour redonner une autre identité et une autre histoire à l'objet. Celle-ci, bon, je l'aime beaucoup parce que il l'a faite, paraît-il, en pensant à moi. D'où sa surprise. Quant au décès de son père, Marion Moreau découvre qu'il a légué l'intégralité de ses droits artistiques à sa dernière épouse, Coris. Dans ces histoires, on a l'impression de ne parler que d'argent, mais c'est pas la vraie question. C'est les autres qui ne parlent que d'argent. Notre père nous avait donné des œuvres aux uns et aux autres, on en a suffisamment pour mettre sur les murs. Donc la question, ce n'est pas ça. C'est qu'en est-il du patrimoine d'œuvres? Quel doit être son devenir? Droits d'auteur, reproduction, exposition ou autres produits dérivés, Marion Moreau s'est battue pour prendre part à la gestion de l'héritage artistique de son père. C'était les dernières volontés de votre père que cette femme s'en occupe. Pourquoi être allée à l'encontre de ces dernières volontés? Parce que ce n'étaient pas les volontés dont nous étions dépositaires. Donc c'était très compliqué. Et puis nous avons parlé avec lui jusqu'au bout et il ne nous a pas dit qu'il avait changé d'avis. Mais c'est-à-dire ça ne pouvait pas venir de votre père, d'Armand? Ah oui, pour moi ça ne pouvait pas. Y a-t-il eu captation d'héritage par la veuve d'Armand? C'est ce que sa fille a longtemps soutenu devant les tribunaux, le sculpteur ayant rédigé son testament 6 mois avant sa mort, alors qu'il était déjà très malade. Armand disait, me semble-t-il, corrigez-moi si je me trompe, dans le domaine culturel, il faut rétablir la vieille coutume brahmanique de la sati qui consiste à brûler la veuve sur le bûcher du mari. Dès que le mari commence à décliner, elle prend de l'importance. Le côté effacé de l'épouse d'artiste fait place à une inextinguible soif de revanche. Brûler la veuve sur le bûcher du mari, il est un peu violent, votre père? Ah bah écoutez, j'imagine que vous avez un peu regardé ce qu'il fait, c'était pas un mou, hein. C'est quand même ce qui qualifie Armand, c'est le geste. Un geste
l'artiste était en danger. Ce qui est très grave dans ce genre d'affaires, c'est que vous bloquez l'exploitation de l'œuvre pendant le temps de ce contentieux. Armand a été le dernier grand artiste français à avoir fait partie du top 5 mondial. Et il était passé vraiment au second plan avec toute cette affaire. C'est un peu la deuxième mort de l'artiste, oui, quand il y a un conflit. Oui. Est-ce la même chose pour la chanson? Est-ce qu'on pourrait envisager que ne plus entendre les chansons de Johnny Hallyday à la radio? Oui, a priori, évidemment. D'abord parce qu'en termes d'image, tout ça ne fait pas du bien. Deuxièmement, je pense que du point de vue de l'exploitation des droits, si les gens ne savent plus à qui distribuer les redevances, elles risquent bien d'être gelées à un moment donné en attendant que le conflit se résolve. Donc tout ça peut évidemment abîmer une œuvre, c'est évident. 3 mois après sa mort, Johnny est déjà condamné à une forme de silence. La sortie de son album posthume, intitulé « Je te promets », prévu pour le printemps, a été repoussée. Certaines batailles de succession semblent ne jamais devoir se terminer. C'est le cas de celle de Léo Ferré, mort il y a 25 ans, dans ce village de Toscane, Castellina in Chianti. Une fille qui tangue. Joli môme, avec le temps, cet extra, ces chansons à texte sont devenues des monuments de la musique française. Avec sa 3e et dernière épouse, Marie-Christine Ferré, il s'était installé dans cette maison en 1975. La veuve est aujourd'hui la gardienne du temple. Comment et où il composait ici? Il se mettait à son piano? Voilà, à son piano, il avait une petite table à côté. Et il écrivait sa musique. Il avait dit un petit peu quand il y avait un mot que ça Ah non, ça jamais. Il était assez grand pour trouver les mots tout seul. J'avais pas à me mêler de son écriture. Il faisait ça très bien. Avec ses 3 enfants, dont Mathieu, le fils aîné, elle est dépositaire du droit moral de Léo Ferré, jusque dans les moindres détails. La moquette, elle est là depuis qu'elle a été mise en 1971. Et elle a jamais bougé? Elle a jamais bougé. Personne ne veut qu'on la change. Pourquoi? Ah, parce que c'est Léo qui avait choisi la couleur. Alors ça doit rester. C'est comme ça. C'est pas que pour le choix de la couleur, c'est parce que Léo est passé ici, quoi. Depuis sa mort en 1993, l'héritage de Léo Ferré n'est toujours pas réglé. Avant de rencontrer Marie-Christine, l'artiste était marié à Madeleine. Leur divorce est prononcé en 1973. Problème, les ex-époux ne sont jamais parvenus à s'entendre sur le partage de leurs biens. Depuis, la fille unique de Madeleine, Annie Butor, réclame la part des droits artistiques qui revenaient à sa mère. Mathieu Ferré avoue sa lassitude. Moi, j'ai presque 50 ans et j'ai passé ma vie à entendre parler de ça. Je ne comprends pas comment un tribunal, un juge, une administration puisse permettre qu'il reste des indivisions comme ça aussi longues. C'est difficile de dire, hein. C'est quoi qui est difficile de dire quoi? De dire quoi, c'est difficile de dire. C'est la faute à qui? C'est pourquoi? Mais la faute à qui de quoi? Dans ces histoires-là de succession et d'héritage. Moi, je pense que c'est tout le temps, souvent, la faute de l'artiste lui-même. Mon père nous a laissé un héritage merveilleux, intellectuel, culturel, musical, poétique et tout ce que je veux. Un héritage économique aussi. Et il nous a laissé aussi un héritage, son divorce. Eh bien ça, c'est pas de la tarte, je peux vous le dire. Hein. Du coup, Mathieu a préféré les sardines. Une sardine connétable. C'est extra. Depuis 2010, cette marque de conserve utilise l'un des plus grands succès de son père. Sardine connétable, c'est extra. Voilà, moi je suis le diable, le salaud qui pense qu'à l'argent et qui a autorisé à vendre une chanson extraordinaire comme cet extra pour des sardines. Bon. Quand nous, on comprend qu'après, pendant 25 ans, vous payez un expert, eh bien, quand il y a une opportunité, que ce soit les sardines qui payent les experts, eh bien, comme ça, c'est Léo. Il nous a laissé un héritage, mais son héritage, il sert aussi à payer les experts. Hein. Donc, s'il n'y avait pas eu ce procès-là,
probablement il n'y aurait pas eu de publicité. Avec Comme une mise en garde à la veuve et aux enfants de Johnny Hallyday, qui se retrouveront face à face devant la justice pour une première audience le 15 mars prochain.